toujours voulu être cuisinier. J'ai une photo où, à 3 ans, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Au milieu des princesses et des cow-boys, je suis un cuisinier. J'aime ça, je le porte sur moi, avec un certain embonpoint. Je suis gourmand et j'aime découvrir. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas un nouveau mets. Que ce soit une boisson, que ce soit un fromage, que ce soit une façon de cuire un produit. Je suis fier aujourd'hui de représenter tous ceux qui, en tout cas, veulent faire partie de cette grande famille de la gastronomie. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour. France 24 reçoit beaucoup de diplomates, mais jamais dans le Palais des Arts. Vous êtes donc l'exception qui confirme la règle, puisque vous avez été nommé ambassadeur de la gastronomie française après avoir officié pendant plus de 25 ans en tant que chef cuisinier du Palais de l'Élysée. On va revenir sur cette carrière hors norme. Mais avant, est-ce que ça vous tente une petite balade au musée de la céramique de Sèvres? Avec plaisir. On y va. Allons-y. C'est la vitrine française de la porcelaine. Depuis presque 3 siècles, 125 artisans perpétuent, à la manufacture de Sèvres, un savoir-faire unique au service des rois, des princes et des présidents. Nous allons découvrir comment les goûts et les symboles ont évolué au fil du temps. Bonjour Judith. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit absolument incroyable. À quand remonte la création de la manufacture? Alors, la manufacture, elle a été créée en 1740, mais au départ à Vincennes. On parle plutôt de manufacture de Vincennes-Sèvres. Et elle est venue à Sèvres en 1756. C'était donc une manufacture royale? C'était une manufacture royale qui a vraiment connu son plein essor sous le règne de Louis XV. Il vous reste encore des services de l'époque de Louis XV? Absolument, dont un service tout à fait exceptionnel. On va aller voir alors? Allez. Donc là, ce sont 2 plats du service de Louis XV. Le choix de ce bleu céleste, est-ce que c'est le choix du roi? Oui, et c'est un choix tout à fait particulier. C'est vraiment l'élaboration d'une nouvelle couleur qui est due à un chimiste, en fait, Jean Helot, qui en 1753 va élaborer ce bleu, vous voyez, qui tire vraiment vers le turquoise et qu'on va qualifier de bleu céleste. Le service, dans sa totalité, comprenait plus de 1700 pièces. Donc il faut imaginer vraiment quelque chose d'une ampleur assez incroyable, surtout quand c'était dressé sur une table. L'art de la table, est-ce qu'il était différent selon les monarques à Versailles? L'art de la table, évidemment que les arts de la table vont suivre aussi les modes, hein, tout simplement. Là, on est vraiment sous Louis XV, en pleine période rocaille. Et c'est un style qui, pour le coup, va vraiment perdurer dans le temps, puisqu'on sait que ce service de Louis XV, il va être utilisé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Là, ce sont tous les services qui ont été livrés à l'Élysée? Notamment à l'Élysée, mais pas seulement, également dans des ministères. Mais vous avez un exemple de ces assiettes qui appartiennent au service Diane, ce service qui est très particulier puisque, comme vous pouvez le remarquer, les assiettes n'ont pas de bordure, ce qu'on appelle le marli. Donc ça, c'est vraiment une création contemporaine qui date des années 60 et qui, justement, a permis de lancer des invitations à des artistes, à des peintres contemporains pour s'exprimer à la surface de ces assiettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les services qui sont exposés là ou qui sont à l'Élysée n'appartiennent pas à l'Élysée. Ils appartiennent à la manufacture de Sèvres. Ils sont mis en dépôt à l'Élysée. En 25 ans d'Élysée, je crois qu'il y a eu 2 assiettes de cassées. 2 assiettes seulement 2 cassées. assiettes seulement, avec près de 95 000 couverts par an. Quel est le dernier service que vous avez fourni? La commande date de 2017, donc de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. On a présenté ici une des assiettes qui est très représentative de ce service, de ce décor qui est vraiment très particulier. Et alors là, vous ne pouvez pas bien vous rendre compte sur une assiette, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces 300 assiettes représentent le plan de l'Élysée. Judith, là, on est dans l'atelier où on émaille les assiettes, c'est bien ça? Exactement, c'est l'atelier d'émaillage. Et donc, Michel est là pour nous présenter justement cette gestuelle très particulière. Mais alors, est-ce que les techniques, elles ont évolué depuis le XVIIIe siècle ou elles sont restées les mêmes? Alors, elles ont évolué et à la fois, on essaye de maintenir justement très vivants ces savoir-faire anciens qui sont donc transmis comme ça de génération en génération. Bon, Michel, vous êtes prêt? Prêt? Vous nous montrez? Oui, Allez. on y va. Donc la pièce va être posée sur les doigts, si vous voulez. Elle ne doit pas être
ni serré ni tenu pour éviter les défauts et les coquetteries qu'il pourrait y avoir après cuisson. Ça va aller très vite. Regardez ce qui se passe, l'absorption. Et vous pouvez tout de suite toucher à la pièce. Mais non, c'est déjà sec. On pourra ensuite décorer cette pièce, poser du bleu, la décorer, installer l'or. Guillaume, vous êtes l'ambassadeur de la gastronomie française, le représentant des arts culinaires français à travers le monde. En quoi consiste exactement votre mission ? Alors, c'est assez large, puisque, en effet, en tant qu'ambassadeur, mon rôle est à l'international de valoriser toutes celles et ceux qui font notre gastronomie, notamment les produits qui sont exportés vers l'étranger, que ce soit nos vins, nos champagnes, nos fromages et tout l'agroalimentaire. Et mon rôle de représentant personnel du président m'amène à être ce lien également envers tous les acteurs de la gastronomie, mais sur le territoire. Alors là, c'est très large, puisque ça part du travail des sols, des semenciers, des agriculteurs, des producteurs, les transformateurs, les distributeurs, tous les artisans des métiers de bouche, jusqu'aux consommateurs, avec même un volet sur l'anti-gaspillage et la méthanisation des déchets. Donc vous voyez, c'est très très large. Avant, on disait de la fourche à la fourchette, maintenant c'est du champ à la poubelle. Pour les Jeux Olympiques de 2024 qui vont se tenir à Paris, est-ce que vous avez un cahier des charges ? Un objectif en particulier ? Nous allons faire en sorte que la gastronomie soit au cœur de ces échanges sportifs. Comment ? Tout simplement, le focus est sur la France pour ces grands événements et essayer de montrer que les valeurs que porte la gastronomie, que souhaite le président, d'une alimentation et d'une gastronomie plus engagée en termes de société, en termes de santé et bien sûr en termes d'environnement, peuvent à grande échelle se manifester. Juste avant d'être ambassadeur, vous avez été chef du palais de l'Élysée. D'abord, je suis curieuse, comment est-ce que vous avez été choisi ? J'ai eu la chance de rentrer au Palais de l'Élysée pour faire mon service national. Donc je suis appelé sous les drapeaux. J'ai 18 ans, 19 ans à l'époque, pour faire mon service militaire. Et c'est Jacques Le Divellec, chez qui je travaille depuis presque 3 ans, un chef étoilé Michelin à Paris, qui recevait tous les présidents de la République, qui me propose d'aller soit à l'Élysée, soit à Matignon pour faire mon service militaire. Je dois y rester 1 an et j'y suis resté près de 25 ans. Alors vous avez traversé 5 mandats présidentiels, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont des goûts très différents, nos présidents ? Bien sûr, les hommes sont différents, donc forcément les goûts sont différents et les époques sont différentes. À l'Élysée, vous savez, on ne fait pas la cuisine que l'on souhaite, ce n'est pas la cuisine d'un chef, c'est la cuisine qu'on attend de nous. Et quand un Jacques Chirac, dans les années 90-95, arrive à l'Élysée, il consomme la gastronomie, la cuisine que l'on fait dans ces années-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vers une cuisine un petit peu plus légère, avec plus de végétal. Jacques Chirac, c'était des plats plus copieux, plus en sauce, plus de qu'on pourrait définir d'une cuisine bourgeoise traditionnelle. Nicolas Sarkozy est arrivé aussi avec l'énergie d'un président beaucoup plus jeune, avec des temps raccourcis à table, avec un service avec plus de dynamique, moins de service au plat, plus de service à l'assiette. Donc forcément, la mécanique même du service changeant, l'intérieur de l'assiette doit changer aussi, et ainsi de suite. Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps, quoi. Ça marche. Sur un grand dîner d'État, on va essayer toujours de préconiser, on va dire, une entrée froide, qu'on puisse dresser à l'avance, parce que nous, on est soumis au timing du protocole, du président, de l'invité. Et quand le président décide de passer à table, ça doit passer à table tout de suite. Hélas, qu'est-ce que c'est précisément ? Alors là, on est sur une petite chartreuse de homard, avec une macédoine fraîche de légumes d'Île-de-France à l'intérieur, accompagnée de 2 garnitures, avec un sablé parmesan, une garniture un petit peu végétale, et une religieuse, poivron rouge, et à l'intérieur, homard. À quoi ressemble une journée ordinaire dans les cuisines de l'Élysée ? Alors déjà, la journée ordinaire à l'Élysée n'existe pas, puisque par principe, l'Élysée est au rythme aussi de l'actualité, de l'histoire et du programme du président de la République, du chef de l'État. Donc il n'y a pas de journée ordinaire et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de routine qui peut s'installer. Et c'est ce qui fait que lorsque moi je suis arrivé au Palais de l'Élysée il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant, il y avait 4 chefs, dont le chef de cuisine Joël Normand, qui avaient commencé sous le général de Gaulle. Et je me disais, mais comment c'est possible de rester aussi longtemps dans une cuisine ? Moi je veux voir le monde, je veux voyager, je veux faire autre chose. Puis en fait le temps passe tellement vite parce qu'aucune routine s'installe. Il n'y a pas un jour
jour qui ressemble à un autre jour, il n'y a pas de jour de fermeture, il n'y a pas de rythme que l'on peut retrouver dans un restaurant. Justement, la visite d'État ou le dîner de gala qui vous a laissé un souvenir incroyable? Il y a quand même, historiquement, au Palais de l'Élysée, une tension particulière, une attention portée différente peut-être par tous les agents de la présidence de la République lorsque l'on a reçu la reine d'Angleterre. C'est le chef d'État qui est venu le plus souvent au Palais de l'Élysée, puisque depuis René Coty jusqu'à Emmanuel Macron, elle est venue à chaque mandat. Et c'est vrai que c'était une expérience différente que de recevoir un autre roi, une autre reine ou un autre président. Pourquoi, ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça, c'était peut-être la magie de la reine d'Angleterre. Est-ce que ça existe, la diplomatie culinaire? Est-ce qu'autour d'un bon repas, on peut concilier des positions diplomatiques? On ne l'a pas inventé. Talleyrand, déjà au Congrès de Vienne avec Antonin Carême, on a souvent donné toutes les citations. Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. Sire, j'ai plus besoin de casseroles que d'instructions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On le voit, que ce soit ici en France ou à l'étranger, notamment dans nos ambassades. Nos ambassadeurs me le disent assez souvent. Lorsqu'ils reçoivent des hôtes à l'ambassade, bien évidemment, ils ne peuvent pas les convier juste à un café ou à un tea time. Et ils s'attendent tous à déjeuner ou à dîner à l'ambassade, parce que la France, c'est aussi ça. Vous avez écrit 8 livres, dont plusieurs de recettes couronnées comme les meilleures au monde. Le dernier s'intitule « Le club des chefs des chefs ». Est-ce que les chefs des chefs d'État s'échangent quelques secrets? Oui, forcément, on s'échange des secrets. On sait que ces secrets seront bien gardés. Alors, ce ne sont pas des secrets d'État. Et vous savez, cette volonté d'emmener la planète vers une alimentation plus engagée, il faut qu'elle parte aussi de ces endroits-là. Et le Club des chefs permet d'avoir une quarantaine de chefs d'État. Et cela nous permet de sensibiliser chacune et chacun aux enjeux liés à notre alimentation pour le futur. La France n'est pas la première puissance économique ni militaire. Est-ce qu'elle peut prétendre au titre de première puissance gastronomique? Il n'y a aucun sujet là-dessus. Le seul sujet par rapport à cette hégémonie naturelle de la gastronomie française, en fait, il n'est qu'en France. C'est les Français qui se posent toujours la question ou qui disent que non. Et c'est très bien comme ça, on a besoin d'être challengé. Mais pour les étrangers, il n'y a pas de sujet. On est le seul pays au monde où sur un si petit périmètre, nous avons des produits et des plats si différents. Il n'y a pas un autre pays qui peut vous mettre autant de produits, de fruits, de légumes, de viande, de poissons, avec des différences organoleptiques si différentes. Donc il n'y a pas une autre cuisine au monde. Dans cette émission, nous allons voir que la gastronomie est aussi un art visuel. Avec des jeux de recadrage, de lumière, de texture, avec des effets d'ombre et de transparence, le photographe Patrick Rougereau sublime nos produits, nos assiettes et nos envies avec des clichés étonnants. Je suis extrêmement curieuse parce que de loin, j'avais imaginé des spaghettis. Et en fait, ce sont des lamelles de pommes. Des lamelles donc, coupées très très fines à la mandoline et qui sont torsadées de façon à pouvoir remplir mes lettres. Mais c'est vraiment un travail lumière comme la framboise d'ailleurs. Hein. Donc ça, ce sont des framboises. Ça, c'est une framboise. Ah, ça, c'est une framboise. C'est assez drôle parce qu'on a la moitié des gens qui voient cette image qui voient des cerises. Bah, moi aussi. Eh ben non. Ouais. C'est une seule framboise, mais par contre qui est éclairée de l'intérieur. Bon, d'abord, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Par le festival de la photo culinaire, j'ai découvert son travail. Ça tourne autour de l'alimentation, autour de la gastronomie, autour des valeurs également que l'on veut faire, et on est devenus copains avec tout ça. Voilà. Il y a plein de facettes dans votre travail. On va commencer par ce travail de collaboration avec les grands chefs, avec les pâtissiers. Vous sublimez le produit, l'assiette. À quel moment vous vous êtes intéressé à la gastronomie ? Comment c'est venu? Donc moi j'ai commencé comme photographe, je prends toujours l'exemple de la médecine, un photographe généraliste, où j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait de la mode, j'ai fait de l'industrie, et puis j'ai fait du culinaire. Et dans le culinaire, d'abord parce que je suis gourmand, je pense, c'était ma première raison. Et c'est surtout les rencontres qui m'ont fait aussi aller dans ce domaine, parce que Guillaume en est un exemple. Je leur dis toujours qu'on a un peu le même métier, on n'a pas les mêmes outils. Eux ont des casseroles, moi j'ai un appareil photo, mais l'idée c'est de sublimer les produits et de leur donner vraiment leur quintessence, quoi. Alors aujourd'hui, votre travail est exposé.
dans cette galerie notamment, vous êtes allé au-delà. C'est-à-dire que vous vous servez de ce que vous avez à voir dans le culinaire, dans la gastronomie, et puis vous transformez cela en œuvre d'art. Je pense notamment à ce poisson qui tout d'un coup se drape de pétales de rose. Où est-ce que vous allez puiser votre inspiration? Alors ça, c'est la bonne question. Et j'ai pas la réponse. C'est la créativité. Je veux dire, je pense que les idées arrivent comme ça, sans que. Je pense que j'ai le cerveau comme une éponge et qu'emmagasine des choses à longueur de journée. Et à un moment donné, il y a des amalgames qui se font. Ce que j'ai voulu aussi là-dedans, c'est sortir la photographie culinaire de la cuisine. Je trouve qu'elle était trop cantonnée dans la cuisine. On achetait une photo culinaire, c'était pour mettre dans sa cuisine. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'on les trouve partout, les photos, parce qu'elles racontent une histoire, qu'elles ont de l'émotion, qu'elles suscitent de l'émotion. À quoi est-ce que vous vous attachez le plus? Est-ce que c'est la mise en scène, la lumière, le jeu de texture, l'histoire que vous racontez, par exemple, avec ce chocolat qui explose? Oui, alors je suis un fanatique de lumière. Parce qu'en termes de stylisme, entre guillemets, mes photos sont simples. Quand vous regardez autour de vous, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de décor. C'est vraiment une idée. Et ce qui fait tout le travail, c'est vraiment un travail d'éclairage, quoi. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, dans le travail de Patrick? Est-ce que c'est l'émotion que cela dégage, Oui. L'originalité, la créativité? Au départ, c'est ça. Et puis après, Patrick l'a expliqué, ce processus de création, il est très similaire entre les chefs et les artistes comme Patrick, parce qu'en effet, c'est de la réflexion, ce sont des rencontres. On crée un plat comme il crée une œuvre. À cela près que l'assiette est éphémère, elle disparaît assez rapidement, alors que l'œuvre d'art Il a reste. cette chance. Et c'est aussi pour ça qu'on a une exigence, on parle d'excellence aussi chez les chefs, et nous, on a une exigence qui est vraiment très poussée. Parce que comme vous le dites, une assiette, c'est éphémère, même si elle a un petit défaut, une fois qu'elle est dégustée, on n'en parle plus. La photo, ça reste, c'est figé. Merci beaucoup Patrick, merci à vous Guillaume. C'est la fin de ce Paris des Arts. On vous attend nombreux, vous le savez maintenant, sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Et moi, ça m'a donné envie de manger.